Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partir à Héliopolis. Héliopolis est le nom grec de la ville égyptienne Younou. Héliopolis signifie la ville du soleil. Cette ville de Basse-Égypte se trouve aujourd'hui dans le quartier du Caire nommé en arabe Ain Shams, l'œil du soleil. Mais la ville se trouve aussi sous les quartiers de Matarieh et de Tel El Hissen. La ville antique a presque disparu sous la ville moderne. Elle est mentionnée dans la Bible sous les noms hébreux de On, Awen ou encore Beth Shemesh, ce dernier signifiant la maison du soleil. Le nom égyptien de la ville d'Héliopolis est Younou et signifie la ville du pilier. Il s'écrit avec l'idéogramme trilitère Youn, représentant une colonne, d'un petit pot rond un bilitaire pour le son nou, et comme d'habitude du déterminatif des localités, l'enceinte entourant un carrefour qui schématise une ville. Younou était à l'époque pharaonique relié au Nil par un canal, et son port devait se situer aux environs d'Attar en-Nabi, au sud du Vieux-Caire, d'après les renseignements que nous livre un papyrus du Nouvel Empire, le papyrus Harris. Le nom d'Héliopolis est également attribué de nos jours à un quartier chic de la banlieue du Caire, également connu sous le nom arabe de Maser al-Ghededa. La cité antique se situait au sud du delta à environ 10 km au nord-est de ce quartier du Caire. À l'époque gréco-romaine, Héliopolis sera dénommé le ciel d'Égypte. Selon Diodore de Sicile, un historien et chroniqueur grec qui vécut entre 90 et 30 avant notre ère, Héliopolis aurait été construite par Actis, l'un des fils du dieu Hélios et de la déesse Rhode, qui aurait nommé ainsi la ville en hommage à son père. Et, alors que toutes les villes grecques auraient été détruites pendant le déluge, les villes égyptiennes, y compris Héliopolis, auraient survécu. Dans la réalité, Héliopolis fut une des capitales religieuses de l'Égypte, et notamment celle du 13e nome de Basse-Égypte, le nome du sceptre intact ou du souverain fort, Eka Hadj, ou encore nommé le nome du pilier Youn. Il est à noter que dans leur titulature, quelques pharaons incorporeront dans leur nom de naissance ou nom de Sahara, fils de Ra, le terme de Eka Younou, signifiant seigneur d'Héliopolis, Eka Younou, ou encore Netcher Eka Younou, Dieu seigneur d'Héliopolis. Netcher Eka Younou marquant ainsi leur lien étroit avec la cité du soleil. Le premier à faire cela étant le roi Amenhotep II, le suivront Amenhotep IV, Akhenaton, Toutankhamon, Ramsès III, Ramsès VI, Ramsès VII et Ramsès XI. Je vous ai mis ici les différents cartouches du nom de naissance de ces rois, et vous pouvez remarquer que l'expression Eka Younou revient dans leurs cartouches. À vous de les repérer. Parlons maintenant de la religion dans la cité. Héliopolis fut le centre du culte solaire de l'Égypte et la capitale religieuse du pays. Elle fut à l'origine consacrée au dieu Atum, Item, dieu qui, dans la genèse des divinités égyptiennes, occupe la place du créateur et qui sera plus tard la personnification du soleil couchant, sous une forme du dieu Ra. Atum fut vénéré dans le temple principal, qui était connu sous le nom de Père Aat, Père la maison, Aat grande, la grande maison, ou encore Père Itum, Père la maison, Itum Atum. On vénérait aussi à Héliopolis toutes les divinités liées au soleil. Le dieu Khépri, à tête de scarabée, représentant le soleil renaissant, le dieu Ra, le faucon, le soleil à son zénith, le dieu Atum-Ra, représentant le soleil à son couchant, qui peut avoir la tête humaine, mais aussi une tête de bélier, aux cornes horizontales torsadées. On y vénérait aussi l'oiseau Bénou, un oiseau représentant l'esprit de Ra, qui le précède dans sa barque céleste, l'ancêtre du phénix. On adorait aussi le dieu taureau Mnévis, en égyptien Mer-Ur.
Cet animal sacré, incarnation terrestre vivante d'Atum, puis du dieu Ra, c'est ce qu'on appelle une hypostase. Alors ce taureau choisi par les prêtres selon des critères très stricts, après avoir été sacralisé, était gardé dans le temple d'Héliopolis où il paissait dans un enclos sacré et à sa mort il était enterré avec tous les honneurs. Plusieurs tombes de ces animaux furent mises au jour dans la cité au nord de l'enceinte du temple de Ra. La ville était également le siège d'un culte dédié à la déesse Hathor, la dame du sycomore. Cette déesse qui fait corps avec l'arbre offre ombre, fraîcheur, eau et nourriture aux défunts. Selon la légende, c'est à Héliopolis, au milieu d'un bois sacré, que se trouvait l'arbre Ished, un persia sacré, sur les fruits duquel Thoth inscrivait les noms de chaque souverain, héritier du trône d'Horus. Un autre arbre, l'acacia de la déesse Yusa'as, était déifié dans la cité. On y vénérait aussi Nebet-hetepet, la dame de la satisfaction, déesse coiffée de cornes de vache entourant un disque solaire. Elle fut créée tardivement en tant que contrepartie féminine d'Atum, au même titre que la déesse Yusa'as. À l'Ancien Empire, 2647-2150, les cultes d'Atum et de Ra entrèrent en concurrence avec celui du dieu Ptah, adoré dans la ville voisine de Memphis, et dont le culte est attesté dès la période Tinnite, 3150-2147. La cité se développa surtout sous le Nouvel Empire, 1549-1080, comme capitale religieuse, lorsque Ra, sous le nom d'Amon-Ra, devient le dieu principal du panthéon égyptien. Le mythe d'Atum lui aussi fusionna à cette époque dans le panthéon avec celui de Ra, qui était également le créateur et un dieu solaire sous le nom d'Atum-Ra, sous l'aspect d'un vieillard courbé. Héliopolis fut à cette période la seconde métropole après Thèbes ou Asset. Ces deux principaux temples furent celui consacré à Atum et un grand temple consacré à Ra, qui atteint son apogée sous le règne du pharaon Ramsès II, 1279-1213. Il comptait alors près de 13 000 prêtres à son service et servait de dépôt aux archives royales. La ville fut également la source d'origine du culte de l'Énéade. Alors l'Énéade, c'est un mot qui signifie à l'origine un groupe de 9 dieux, mais qui, pour simplifier, représente l'assemblée de tous les dieux égyptiens. Au cours de la période amarnienne, le pharaon Akhenaton, ou Amenhotep IV, 1353-1338, introduisit le culte d'Aton, avec la monolatrie du dieu du disque solaire. Héliopolis se vit alors doté, pour diviniser ce dernier, d'un temple qui lui fut consacré, nommé Wedges Aton, traduit par « en donnant au disque solaire ». Plus tard, un certain Ahmosé sera grand prêtre de Ra à Héliopolis sous le règne de son frère, ou demi-frère, Djeoutimessou Thoutmôsis IV, 1401-1390. Une stèle lui étant attribuée se trouve aujourd'hui au musée de Berlin et une statue brisée le représentant se trouve dans celui du Caire. Un des fils de la reine Néfertari et de Ramsès II, nommé Miriatum, sera lui aussi grand prêtre d'Héliopolis. C'est le sang, on place la famille. Parlons à présent de l'histoire d'Héliopolis. Bien que les textes nous indiquent qu'Héliopolis fut un centre important pour la religion, la théologie, les sciences et la littérature, on ne sait que relativement peu de choses de la cité antique. La ville fut occupée depuis la période prédynastique, 3500-3150. Elle fut le berceau de la monarchie, et elle entra dans l'histoire aux environs de 2900 avant notre ère. Du roi Djoser, 2628-2609, de la troisième dynastie, jusqu'au pharaon Ptolémée II Philadelphe, 282-246 avant notre ère, l'œuvre monumentale des souverains y fut considérable. La cité connut notamment des campagnes de construction intensives au cours de l'Ancien Empire, de 1647-2150, et du Moyen Empire,
2022-1650. Sous le Nouvel Empire, 1549-1080, elle fut la seconde métropole après Thèbes ou Asset. La cité était protégée par une enceinte cultuelle qui avait des dimensions extraordinaires, près d'1 kilomètre de long sur 500 mètres de large. Elle était divisée en son milieu par un mur et s'ouvrait à l'est et à l'ouest par des grandes portes, en relation bien entendu avec la course du soleil. Sa porte est doit se trouver sous les habitations de la ville actuelle de Matarieh. Il ne subsiste aujourd'hui que la partie sud de l'enceinte. La partie nord, aujourd'hui sous la ville moderne, devait certainement être celle contenant les temples dédiés aux trois formes du dieu soleil, Khepri, représentant le soleil renaissant au matin, Ra, le soleil à son zénith, et Atum, le soleil à son couchant. Les reconstitutions que nous pouvons faire de la cité et de son temple de Ra sont basées sur seulement quelques documents ou indications sur des monuments. Nous avons une liste de statues et d'objets d'un temple consacré à Hathor, c'est le vestige d'un relief décrivant probablement les dons du roi à la ville solaire. Nous avons la stèle des victoires du pharaon Pianri, 747-716 de la 25e dynastie, qui raconte le passage du souverain à Héliopolis lors de sa conquête de l'Égypte et nous en donne un aperçu. Nous avons aussi un papyrus datant du roi Amenhotep II, 1428-1401, de la 18e dynastie, qui nous décrit un temple avec ses obélisques et ses 3 pylônes qui donnaient accès à de grandes cours bordées de portiques. De nombreux obélisques ornaient la cité, mais ils furent retirés plus tard et dispersés dans tout le pays. Un document au nom du roi Neferkara, peut-être un de ceux de la 7e dynastie, donne une liste de statues et des objets relatifs à la liturgie d'un temple consacré à la déesse Hathor. Une partie du plan de ce temple se trouve sur le dos du bloc. Strabon, géographe, historien et philosophe grec, 64 avant Jésus-Christ, 23 après Jésus-Christ, visita la cité au début de la période romaine, et il nous décrit son temple ancien avec ses obélisques, citant ceux qui ont été déjà déplacés à Rome. Il décrit aussi les 3 pylônes du temple et ses cours successives. Les plus anciens vestiges de construction retrouvés remontent au roi Djoser de 1628-1609, qui fut le bâtisseur de la pyramide à degrés de Saqqara, la nécropole de Memphis. Ces constructions à Héliopolis, dont les vestiges d'une chapelle, sont peut-être l'œuvre de son génial architecte, concepteur de sa pyramide, que fut Imhotep. Ce dernier possédait entre autres les fonctions de grand chancelier de la Basse-Égypte, prince royal, médecin royal et grand prêtre d'Héliopolis. Puis, après cette période, les rois vont quelque peu délaisser la cité. Plus tard, un mythe sur le changement de dynastie entre la 4e de 1575-1465 et la 5e dynastie de 1465 à 2323 remit Héliopolis sur le devant de la scène, car la 5e dynastie n'apparaît pas comme une suite directe de la lignée royale précédente. Le papyrus Oueskar explique ce changement. Le dieu Ra aurait pris la forme de Raouézer, un grand prêtre d'Horus de Sachébou, une ville près d'Héliopolis. Il aurait séduit une dénommée Redjedet, l'épouse de celui-ci, et lui aurait fait 3 enfants, qui furent les 3 premiers rois de la 5e dynastie. Au cours de cette dynastie, sous le règne du roi Saoura, de 1458-1446, on assista au renforcement de l'influence du clergé d'Héliopolis. Après les tumultes de la première période intermédiaire de 1140-2022, avec le riche Moyen Empire, l'activité de construction reprit dans la ville. On en retrouve des traces notamment sous le règne des rois de la 12e dynastie, celui d'Amenemhat Ier, 1991-1962, de Sésostris Ier, Senuseret si vous préférez, 1962-1928, qui en l'an 3 de son règne fit ériger un temple consacré au dieu Ra, ainsi que sous celui d'Amenemhat IV, 1797-1787. La deuxième période intermédiaire, 1650-1540, ne fut pas très productive pour Héliopolis. Toutefois, il semble que les nombreux rois qui se succédèrent eurent pour certains la volonté de marquer leur passage dans la cité, comme en témoigne un bloc de pierre retrouvé au nom d'Amenemhat VI,
1768-1765, roi de la XIIIe dynastie. La cité souffrit lors de la reconquête du pays sur les Hyksos par les princes thébains. Selon le papyrus de Rhind, en l'an 11 du règne de Hammudi, 1541-1530 de la XVe dynastie, le roi Yahmès Ier, ou Ahmosis, 1549-1524, fondateur de la XVIIIe dynastie, prit Héliopolis, où les rues de combat laissèrent des traces. Cette réussite lui servit de base de lancement pour l'année d'après pour prendre la capitale Hyksos qui était Avaris, dans le delta. Avec le Nouvel Empire, 1549-1080, la cité reprit de l'importance. Elle fut la seconde métropole après Thèbes. Comme beaucoup de villes du pays, elle profita de la grande activité de bâtisseurs de ses rois qui pratiquement tous laissèrent leur marque, comme en témoignent par exemple les aiguilles de Cléopâtre, qui est le surnom donné à deux obélisques datant du règne du roi Djéotimessou III, Thoutmosis III, 1479-1425. Un temple consacré au dieu Aton, érigé par Amenhotep IV Akhenaton, mais les plus grandes modifications se firent lors de la XIXe dynastie, 1295-1186, et surtout sous la XXe dynastie ramesside, 1186-1069. Encore aujourd'hui, on peut voir quelques vestiges d'un naos en grès érigé par le pharaon Séti Ier, 1294-1279, dédié au dieu Atum, qui sont conservés au musée égyptien du Caire. Nous avons ainsi des indications assez précises de ce que fut le temple d'Atum à partir de la XIXe dynastie. Séti Ier fit aussi reconstruire en partie le sanctuaire de Ra. Sur le nord de l'enceinte, dans les vestiges d'un temple, on a mis au jour une stèle datant du règne du pharaon Meremta, 1213-1203. Dans cette partie nord se trouvait aussi un vaste secteur qui abritait sans doute une série de temples et de sanctuaires consacrés par les souverains au dieu soleil. Une équipe de fouilles allemandes du Deutsches Archäologisches Institut y a d'ailleurs découvert les vestiges d'un temple érigé par Ramsès II, 1279-1213 de la XIXe dynastie. La dynastie ramesside fut sûrement celle dont les rois bâtirent les plus dans la cité. L'équipe mit aussi au jour des débris de toutes sortes, dont ceux d'une tête colossale, ainsi que d'une statue au nom de Ramsès II, le représentant en habit de prêtre. Encore un peu plus au nord, à Tel el-Yaoudieh, site dont nous avons déjà parlé, Ramsès III, 1184-1153 de la XXe dynastie, fit construire un complexe palatial. Dans la cité même, il fit ériger à l'ouest de l'enceinte du grand temple de Ra une porte monumentale protégée par une forteresse. Elle permettait d'accéder à un espace dans lequel furent retrouvés les vestiges d'un édifice qui fut probablement un temple de Ramsès III. Ce secteur fut mis au jour au début des années 1950 et les fouilles se poursuivent jusque dans les années 1980. Elles permirent également de dégager un peu plus au nord de ce site les ruines d'un petit temple attribué à Ramsès IV, 1153-1147, et d'un édifice, peut-être un temple funéraire, au nom de Ramsès V, 1147-1143. Enfin, nous savons que Ramsès IX, 1126-1105, malgré la crise économique qui traversait le pays sous son règne, consacra son activité de bâtisseur à Héliopolis. Dans le même secteur, l'équipe de fouilles a d'ailleurs mis au jour un monument au nom d'un de ses fils, avec sa porte au linteau décoré de représentation du prince agenouillé devant les cartouches de son père et une colonnade palmiforme qui précédait le sanctuaire. Puis, sous le règne du pharaon Sihamon 978-959 de la 21e dynastie, de grands travaux furent entrepris à Héliopolis. Le roi Osorkon I, 924-990, de la 22e dynastie, marqua aussi de son empreinte la cité en parant d'or les temples. Une découverte dans la ville en 1998 des égyptologues Pierre Talley et Suzanne Bickel de l'université de Montpellier a permis d'apporter de nouvelles précisions sur le règne du roi Pami 773-767 de la 22e dynastie.
Ces égyptologues pensaient que la date de l'année de règne la plus élevée pour ce souverain était sa 6e année, idée basée sur sa stèle au Sérapéum. Or, la mise au jour d'un bloc de pierre indiquant les annales héliopolitaines donne une nouvelle datation. La section au sujet du règne de Pami fait la chronique des donations annuelles du roi aux dieux du grand temple d'Héliopolis. La fin du bloc, bien qu'endommagée, fait état d'une 7e année de règne et une brève 8e année possible. Les derniers pharaons dont on a retrouvé les traces de construction dans la cité d'Héliopolis sont Nectanebo Ier 380-362 et Nectanebo II 360-342 de la 30e dynastie. De ce dernier ont été mises au jour des statues, dont une magnifique d'Horus qui protège le roi entre ses pattes et qui est actuellement exposée au Metropolitan Museum de New York. La ville fut célèbre dès la plus haute antiquité pour son école de théologie, de philosophie et d'astronomie. Et de nombreux voyageurs grecs la fréquentèrent, dont Pythagore, mathématicien et philosophe, Hérodote, historien grec, Platon, philosophe grec, disciple de Socrate, Diodore de Sicile, historien et chroniqueur grec, et Strabon, géographe grec. L'astronomie était apparemment une spécialité de la ville, car quelques grands prêtres portaient le titre de « grand des scrutateurs », désignant ainsi probablement ceux qui scrutaient les étoiles. Les Grecs vanteront la cité solaire comme le foyer de la science et de la sagesse. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Manéthon de Sébennytos, grand prêtre à Héliopolis, écrivit en grec à la demande du roi Ptolémée I Soter 305-282 l'histoire de l'Égypte, Egyptiaca, en 30 volumes. Cependant, la cité commença à décliner à la fin de la période dynastique, surtout après la fondation d'Alexandrie, et les Ptolémées la négligèrent complètement. Strabon, lors de sa visite, nous décrit une ville désertée, presque inhabitée. À l'époque romaine, Héliopolis appartient à l'Augustamnique, qui était une province romaine issue du démembrement lors du Bas Empire. Selon Pline l'Ancien, écrivain et naturaliste romain, 23-79 après Jésus-Christ, à cette époque, sa population contenait un élément considérable d'Arabes. Aujourd'hui, la ville est en grande partie détruite, ses temples et autres bâtiments ayant été utilisés pour la construction du Caire au Moyen-Âge, et des fragments peuvent être vus dans certaines parties de la ville. Cependant, sa partie enfouie sous la métropole du Caire nous révèle de temps en temps des richesses, comme en 2005 dans le quartier de Mostorod, qui jouxte la partie du site qui livra les monuments de Ramsès III et de ses successeurs. À l'occasion d'un chantier immobilier, toute une partie du parvis occidental de cet ensemble de temples fut mis au jour, exigeant l'intervention du Conseil suprême des antiquités égyptiennes afin d'ordonner des fouilles d'urgence de sauvetage. Peu à peu sortent de terre des restes de colosses et de statues, des blocs de granit colossaux, des pans entiers de l'Héliopolis antique. Pour des raisons de montage, je vais faire la vidéo d'Héliopolis en 2 parties. Nous nous retrouverons donc très vite pour la seconde partie de cette vidéo consacrée à cette ville. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez si vous avez des questions. On se retrouve très vite pour la seconde partie. D'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Hotep.